Chapitre 1, la façade parfaite. Derek Holloway avait bâti sa vie comme un architecte conçoit une forteresse, méthodique, précise et apparemment impénétrable. À 38 ans, il était propriétaire de Holloway Construction, une entreprise de taille moyenne qui avait reconstruit la moitié de Millbrook après la tornade 5 ans plus tôt. Ses mains calleuses et son visage buriné évoquaient l'histoire d'un homme parti de rien, commençant comme ouvrier journalier à 16 ans après que son père ait abandonné la famille. L'ironie ne lui échappait pas, il avait passé sa vie d'adulte à bâtir des structures qui ont duré tandis que son mariage avec Lydia s'effondrait d'une manière qu'il commençait à peine à comprendre. Lydia Holloway était le joyau de l'élite sociale de Millbrook lorsque Derek l'avait rencontrée 8 ans auparavant. Fille du juge Rand Sinclair, elle avait fréquenté des écoles privées et obtenu un diplôme de Northwestern avec un diplôme qu'elle n'avait jamais utilisé. Ses cheveux blonds tombaient toujours parfaitement. Son maquillage ne coulait jamais et son sourire pouvait désarmer n'importe qui, sauf que Derek avait remarqué qu'il n'atteignait plus vraiment ses yeux. Il s'était marié après une histoire d'amour éclair qui, avec le recul, ressemblait davantage à une transaction commerciale. Derek apportait la stabilité et le succès que sa famille attendait. Lydia apportait les relations sociales et la respectabilité dont Derek manquait à son milieu ouvrier. Leurs 2 enfants, Emma, 16 ans, et Lucas, 14 ans, étaient devenus des pions dans un foyer de plus en plus froid où les conversations portaient sur les horaires et les obligations plutôt que sur les rêves ou les sentiments. Derek avait progressivement remarqué les changements. Les nuits tardives de Lydia à faire du bénévolat pour des événements caritatifs, son intérêt soudain pour les cours de yoga qui semblaient dépasser les horaires prévus. Sa façon de s'habiller différemment, de manière plus provocante, prétextant que c'était pour sa propre confiance. Le plus révélateur était la façon dont elle s'était mise à critiquer tout ce qui concernait Derek, ses vêtements, ses amis, ses passions provinciales, comme la pêche et le football américain. Mais Derek n'était pas du genre à affronter sans preuve. Il avait appris la patience pendant ses années de vache maigre, à observer et à attendre le bon moment pour agir. En affaires, le timing était primordial. Dans la vie, il soupçonnait que c'était encore plus crucial. 3 semaines avant la fête de Noël, Derek avait engagé une détective privée nommée Rita Kowalski, une ancienne policière réputée pour sa discrétion et sa rigueur. Elle avait découvert une liaison de 6 mois avec Trevor Ashford, le prétentieux galeriste du centre-ville. Trevor était tout sauf un beau parleur, cultivé par une vieille fortune qui n'avait jamais nécessité de réels travaux d'entretien. Les photos fournies par Rita montraient Lydia et Trevor dans des restaurants chics, main dans la main dans sa BMW, et entrant au Grandview Hotel le mardi après-midi. Mais Derek voulait plus qu'une preuve d'infidélité. Il voulait comprendre la profondeur de la trahison de Lydia et l'arrogance de Trevor avant de décider quoi faire. Cette compréhension surviendrait au moment le plus inattendu de ce qui aurait dû être une célébration du succès de Derek. Chapitre 2. La révélation de Noël. La fête annuelle de Noël pour la construction du couloir était l'événement préféré de Derek. Contrairement à la fête caritative guindée à laquelle Lydia l'entraînait, c'était une célébration avec son équipe. Les hommes et les femmes qui l'avaient aidé à bâtir quelque chose de significatif. Ils avaient loué la salle de bal du Riverside, et Derek n'avait pas lésiné sur les dépenses en nourriture, boissons et primes pour ses employés du CISA. Derek portait son plus beau costume, un bleu marine choisi par Lydia, mais qui lui donnait l'impression de se déguiser. Lydia se faufilait à travers la fête dans une robe rouge qui coûtait plus cher que ce que la plupart de ses employés gagnaient en une semaine. Jouant l'épouse parfaite avec une aisance experte, elle charmait les femmes des contremaîtres, riait aux blagues du surintendant et, de manière générale, jouait le rôle qu'elle avait perfectionné au cours de ses 8 années de mariage. Roland Grayson, l'avocat de Derek et ce qui se rapprochait le plus d'un meilleur ami, buvait beaucoup depuis le début de l'apéritif. Roland gérait la plupart des contrats de Derek et était devenu suffisamment riche pour développer à la fois une dépendance au scotch coûteux et une langue bien pendue. À 55 ans, Roland avait traversé 3 divorces et prétendait avoir tiré des leçons de chacun. Derek revenait des toilettes et empruntait les 3 couloirs qui reliaient les toilettes à la salle de bal principale lorsqu'il entendit la voix tonitruante de Roland, qui couvrait la musique de Noël. « Lydia, ma chérie, je me suis toujours demandé quelque chose, » dit Roland d'une voix un peu pâteuse, mais d'un ton enjoué. « Comment supportes-tu un mari aussi ennuyeux ?» Enfin, Derek est un homme bien, mais il est aussi excitant que de regarder du béton séché. Derek s'arrêta net, caché par l'alcôve près de l'entrée du couloir. À travers l'espace entre 2 piliers décoratifs, il pouvait voir Roland faire des gestes avec un verre de scotch, tandis que Lydia se tenait près de la table des amuse-gueules, son sourire parfait vacillant un instant avant de se transformer en quelque chose de plus tranchant. « Oh, Roland,
dit Lydia, sa voix portant cette note musicale qu'elle utilisait lorsqu'elle s'apprêtait à faire une remarque particulièrement acerbe. Crois-moi, je cherche une stratégie de sortie. La vie est trop courte pour la gâcher avec des hommes médiocres. Ces mots frappèrent Derek comme un coup physique, mais pas parce qu'il révélait ses sentiments. L'enquête de Rita avait déjà confirmé le mécontentement de Lydia. Ce qui le bouleversa, c'était la cruauté désinvolte de la phrase. La façon dont elle la prononçait avec une aisance maîtrisée, comme si elle l'avait répétée. Ce n'était pas un moment de faiblesse ou de frustration. C'était un mépris calculé, exprimé devant son ami à sa fête, entouré de ses employés. Roland rit, complètement inconscient du venin dans la réponse de Lydia. « Eh bien, quand tu mettras en œuvre cette stratégie de sortie, appelle-moi. J'aurais bien besoin d'une quatrième épouse qui sache vraiment divertir. » Le rire de Lydia était comme du verre brisé. « Je m'en souviendrai, Roland. Même si je suis peut-être trop occupé avec quelqu'un qui comprend vraiment ce que signifie vivre un peu. » Derek comprit immédiatement le sous-entendu. Trevor Ashford était tout ce que Derek n'était pas: spontané, ouvert d'esprit, indifférent aux questions pratiques comme les prêts immobiliers et les études supérieures. Trevor pouvait emmener Lydia en week-end à Chicago ou la surprendre avec des bijoux coûteux, car il n'avait jamais à se soucier de construire quelque chose à partir de rien. Dererick resta dans l'ombre quelques minutes encore, observant Lydia s'affairer. Elle se faufilait parmi ses employés comme un prédateur parmi ses proies, tout sourire et bavardage, tout en cataloguant mentalement tout ce qu'elle comptait laisser derrière elle. Lorsqu'elle s'approcha de Mike Patterson, le contremaître principal de Dererick, et complimenta la robe de sa femme avec la même fausse chaleur qu'elle venait d'utiliser pour évoquer les défauts de Dererick sentit une sensation de froid et de finalité s'installer dans sa poitrine. Il retourna à la fête comme si de rien n'était, jouant son rôle d'hôte gracieux. Il remercia ses employés pour leur travail acharné, loua leur dévouement et leur promit une autre année fructueuse. Il dansa avec Lydia pendant les slows, acceptant les compliments sur la beauté du couple qu'ils formaient, tout en sachant que ce n'était qu'une performance. Lorsque Lydia s'excusa pour se repoudrer le nez, Dererick remarqua qu'elle avait emporté son téléphone. Lorsqu'elle revint 20 minutes plus tard, le rouge à lèvres légèrement bavé et un SMS d'excuses expliquant que la babysitter devait partir plus tôt, Dererick comprit qu'elle s'était concertée avec Trevor. Ils restèrent jusqu'au départ du dernier employé, Derek conservant sa façade tout en cataloguant mentalement chaque faux sourire, chaque geste désinvolte. Chaque instant de la supercherie élaborée par Lydia autour de leur mariage. Chapitre 3, la disparition. Le trajet du retour fut silencieux, à l'exception du bruit du vent hivernal contre les vitres du pick-up de Dererick. Lydia regardait par la fenêtre côté passager, pensant sans doute à Trevor et au projet qu'ils avaient élaboré par SMS. Derek se concentra sur la route, mais son esprit avait déjà 3 longueurs d'avance, calculant et planifiant. Leur maison s'étendait sur 2 hectares, à l'extérieur des limites de la ville de Millbrook. Une maison coloniale sur mesure que Dererick avait conçue et construite comme cadeau de mariage pour Lydia. Chaque poutre, chaque luminaire, chaque détail avait été choisi pour créer quelque chose à la hauteur de la femme qu'il pensait épouser. Maintenant, elle ressemblait à un musée dédié à sa propre naïveté. La babysitter, Madame Chin, qui habitait au bout de la rue, partit rapidement après leur arrivée. Emma et Lucas dormaient déjà, après avoir passé la soirée à faire leurs devoirs et à regarder Netflix. Derek se tenait sur le seuil de la chambre de chaque enfant, scrutant leur visage dans la faible lumière du couloir. Emma ressemblait chaque année davantage à Lydia. Les mêmes pommettes saillantes, les mêmes cheveux blonds, la même arrogance inconsciente, même dans son sommeil. Lucas préférait le côté de la famille de Dererick, avec ses cheveux plus foncés et sa carrure imposante qui laissait présager qu'il évoluerait aussi facilement dans un travail manuel que dans un travail de bureau. Dererick se demandait s'ils savaient ce qu'ils faisaient des activités de leur mère l'après-midi. S'ils avaient compris la distance grandissante entre leurs parents. Lydia était déjà au lit lorsque Dererick termina sa tournée, vêtue d'un pyjama en soie et faisant semblant de lire un magazine. Elle s'était démaquillée et avait tiré ses cheveux en arrière, se métamorphosant de la mondaine raffinée en la femme qui partageait son lit, mais de plus en plus. « Bonne soirée ce soir », dit-elle sans lever les yeux de son magazine. Roland était en pleine forme. Derek se déshabilla méthodiquement, suspendant soigneusement son costume dans le placard qu'il partageait depuis 8 ans. Roland boit trop à ces occasions. Parfois, il dit des choses qu'il ne devrait pas. Oh, tu sais comment il est. Il ne pense rien. La voix de Lydia était parfaitement décontractée, mais Dererick perçut la légère tension dans ses yeux.
Elle se demandait ce qu'il avait entendu, ce qu'il savait. Derrick grimpa au lit, gardant la distance prudente qui s'était installée entre eux ces derniers mois. Je pense prendre un peu de repos après les vacances. Peut-être un long week-end, juste pour me changer les idées. Ça me tente bien, dit Lydia, toujours concentrée sur son magazine. Veux-tu de la compagnie ou est-ce une partie de pêche en solo? C'était une question test. Derrick comprit qu'elle espérait passer du temps seule pour pouvoir passer un week-end sans interruption avec Trevor. En solo, confirma Derek. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Le soulagement de Lydia était subtil mais visible. Bien sûr, tu as travaillé si dur. Tu mérites une pause. Derrick resta éveillé longtemps après que la respiration de Lydia se fût calmée. Il ne prévoyait pas une partie de pêche. Il préparait quelque chose de bien plus complet, qui nécessiterait une préparation minutieuse et une exécution impeccable. Lydia voulait une stratégie de sortie. Derrick lui en fournirait une, mais pas celle qu'elle attendait. Au cours des 3 jours suivants, Derek commença à préparer le terrain. Il transféra de l'argent de leurs comptes joints vers des comptes professionnels auxquels Lydia n'avait pas accès. Il rassembla des documents importants, actes de naissance, police d'assurance, titres de propriété, et les conserva dans le coffre-fort de son bureau. Il se renseigna sur les avocats spécialisés en divorce, non pas pour les engager, mais pour comprendre les options qui s'offriraient à Lydia une fois son plan mené à terme. Plus important encore, Derek commença à tout documenter. L'enquête de Rita Kowalski avait fourni un certain type de preuves, mais Derek avait besoin d'une vision plus globale. Il installa sur l'ordinateur portable de Lydia un logiciel qui suivrait ses emails et son historique de navigation. Il plaça un traceur GPS sur sa voiture. Il commença à enregistrer les conversations téléphoniques et à photographier les relevés de cartes de crédit. Derrick ne prévoyait pas un simple divorce. Il planifiait la destruction totale et systématique de tous ceux qui l'avaient trahi. Lydia et Trevor avaient bâti leur liaison sur sa confiance et sa générosité. Une fois Derrick terminé, ils comprendraient exactement ce qu'ils avaient perdu et combien leur trahison leur coûterait. Le 4e jour après la fête de Noël, Derrick reçut un appel de Rita Kowalski avec des informations qui allaient considérablement accélérer son calendrier. Chapitre 4. Collecte de renseignements. L'appel de Rita Kowalski arriva à 6 heures du matin, alors que Derek examinait des plans dans son bureau. La voix de l'ancien détective exprimait l'urgence qu'apportaient des années de mauvaises nouvelles à des gens qui se croyaient préparés. « Derek, nous devons nous voir aujourd'hui. Il y a quelque chose à propos de votre femme et de Trevor Ashford que vous devez savoir, et ce n'est pas quelque chose dont je veux parler au téléphone. » Ils se sont rencontrés au Rusty's Dîner, un restaurant en dehors de la ville, où Derek pouvait être sûr que personne du cercle social de Lydia ne les verrait. Rita est arrivée avec un dossier en papier craft suffisamment épais pour représenter des semaines de surveillance et d'enquête. Votre femme et Trevor n'ont pas qu'une liaison. Rita a commencé sans préambule. Ils prévoient de disparaître ensemble. Dans le mois qui a suivi, la tasse de café de Derrick s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres. Disparaître? Comment? Rita a étalé des photos sur la table à gratter. Trevor liquide des biens depuis 3 semaines. Il a vendu son bâtiment de galerie à une société écran qu'il contrôle officiellement pour des raisons fiscales. Il a transféré la majeure partie de sa collection d'art dans un entrepôt à Chicago. Et hier, votre femme a ouvert un compte bancaire aux îles Caïmans. Les photos montraient Lydia entrant à la First National Bank avec des documents que Derek ne reconnaissait pas, Trevor chargeant des tableaux dans un camion de déménagement, et tous deux devant ce qui semblait être une agence de voyage. Rita avait été minutieuse, capturant de multiples angles et horodatage qui témoignaient d'une préparation méthodique. « De combien d'argent parlons-nous » a demandé Derrick, la voix ferme malgré la rage qui montait dans sa poitrine. La liquidation de Trevor lui rapportera près de 2 millions. Mais ce n'est pas le pire. Rita a sorti un document qui a glacé le sang de Derrick. Votre femme a contrefait votre signature sur un prêt immobilier il y a 3 semaines. Elle a emprunté 800 000 $ sur la maison. Derrick a étudié les papiers, reconnaissant la falsification minutieuse de sa signature par Lydia. Elle s'est suffisamment exercée pour tromper la banque, mais Derek a pu discerner les subtiles différences de pression et d'angle qui ont révélé la supercherie. La maison est à nos 2 noms. Comment a-t-elle réussi cela toute seule? Elle a prétendu que vous étiez en déplacement professionnel et a fourni une procuration notariée. Elle était également falsifiée, mais suffisamment convaincante pour un agent isolé,
probablement plus intéressé par la commission que par la vérification. Derek sentait le contrôle minutieux qu'il exerçait depuis la fête de Noël commencer à se fissurer. Ce n'était pas seulement de l'infidélité, ni même de l'abandon. C'était un vol d'une ampleur telle qu'il détruirait tout ce qu'il avait construit. Quel est leur calendrier? D'après leurs activités, je dirais qu'ils prévoient de partir juste après le Nouvel An. Trevor a déjà des billets d'avion pour la Suisse, avec une correspondance vers un pays qui n'a pas de traité d'extradition avec les États-Unis. Votre femme a fait des recherches sur le droit international du divorce, notamment sur la dissolution des mariages lorsque l'un des époux réside à l'étranger. Derek s'est adossé à la banquette en vinyle craquelé, digérant l'ampleur de la trahison de Lydia. Elle ne le quittait pas simplement pour un autre homme. Elle volait l'avenir de ses enfants, la sécurité de ses employés, tout ce qu'il avait mis 20 ans à construire. La femme qu'il avait épousée, aimée et en qui il avait confiance planifiait la destruction systématique de sa vie, allongée dans son lit chaque nuit. Il y a encore une chose, dit Rita d'une voix plus douce. Trevor raconte à tout le monde en ville que votre entreprise est en faillite, que vous êtes surendetté au-delà de toute possibilité de rétablissement. Il se positionne comme le sauveur de Lydia, la sauvant de la ruine financière. Le caractère calculé de ce mensonge révèle la compréhension approfondie de Trevor des dynamiques sociales. Le temps que Derek découvre le vol, Lydia et Trevor seraient partis, et le réseau de potins de Milberg aurait déjà accepté le récit selon lequel Derek Holloway avait échoué en tant que mari et homme d'affaires. Derek a payé les honoraires de Rita et a ajouté une prime substantielle. J'ai besoin que vous continuiez à les surveiller, mais à distance. Je ne veux pas qu'ils sachent qu'ils ont été découverts avant que je sois prêt. Que préparez-vous, Derek? L'instinct de flic de Rita la rendait méfiante envers les clients qui semblent trop calmes face à des nouvelles dévastatrices. Je compte leur donner exactement ce qu'ils méritent, répondit Derek. Mais je dois être intelligent. Il prépare ça depuis des mois. Je dois mieux planifier. Derek passa le reste de il passa la journée au bureau à annuler des réunions et à réorganiser son emploi du temps. Aux yeux de ses employés, il semblait s'occuper des affaires courantes de fin d'année. En réalité, il concevait le projet le plus important de sa carrière, un piège suffisamment sophistiqué pour piéger deux personnes qui se croyaient plus futées que tout le monde. Le premier volet était financier. Derek commença à déplacer systématiquement des actifs hors de portée de Lydia, en utilisant des partenariats commerciaux et des sociétés holding qu'il avait créées pendant la croissance de son entreprise. À la fin de la journée, il avait sécurisé la majeure partie de son patrimoine tout en laissant suffisamment de comptes inaccessibles pour éviter d'éveiller les soupçons de Lydia. Le deuxième volet était juridique. Derek passa 2 heures avec son avocat, non pas Roland Grayson, mais un autre avocat du comté voisin, spécialisé dans les affaires de fraude pénale. Les faux documents de prêt suffiraient à poursuivre Lydia pour fraude bancaire. Mais Derek voulait des accusations plus complètes le moment venu. Le troisième volet était personnel. Derek se rendit aux écoles de ses enfants et discuta discrètement avec leurs conseillers d'orientation, leurs enseignants et leurs entraîneurs. Il ne révéla pas la situation, mais commença à préparer le terrain pour ce qui se passerait lorsque le monde s'effondra autour d'eux. Lorsque Derek rentra chez lui ce soir-là, de victime, il s'était transformé en architecte. Lydia et Trevor avaient passé des mois à planifier la destruction de Derek. Derek passerait les 3 semaines suivantes à préparer la leur. Chapitre 5. Le piège à miel. Le plan de Derek exigeait de Trevor et Lydia qu'ils accélèrent leur calendrier, qu'ils commettent des erreurs nées de leur cupidité et de leur excès de confiance. L'essentiel était de leur offrir une opportunité trop tentante pour être refusée, une opportunité qui les obligerait à se dévoiler complètement. L'opportunité se présenta sous la forme du projet Riverside Development, un complexe de condominium de luxe que Derek envisageait depuis des mois. Le projet nécessiterait un investissement important de Holloway Construction, mais les profits potentiels étaient énormes. Plus important encore, le projet obligerait Derek à voyager beaucoup au cours du mois suivant, offrant à Trevor et Lydia une couverture parfaite pour leurs derniers préparatifs. Derek annonça le projet lors d'un dîner 3 jours avant le réveillon du Nouvel An, observant attentivement la réaction de Lydia lorsqu'il lui décrivit le calendrier et les exigences de voyage. « C'est un gros risque, dit Derek en insistant. De la purée de pommes de terre dans son assiette pendant qu'Emma envoyait des textos à ses amis et que Lucas se plaignait de ses devoirs de maths. Je dois passer la majeure partie de janvier à Portland à travailler avec des architectes et des urbanistes. Mais si ça marche, ça pourrait nous préparer pour la vie. » Le fort de Lydia marqua une pause un instant avant qu'elle ne reprenne son repas. « Ça a l'air excitant,
Derek, mais aussi stressant. Es-tu sûr de vouloir entreprendre quelque chose d'aussi exigeant maintenant? C'était une inquiétude parfaitement maîtrisée, mais Derek voyait les calculs dans ses yeux. Un mois de liberté pour finaliser les arrangements avec Trevor pour transférer de l'argent et préparer leur fuite. Je pense que c'est exactement ce dont j'ai besoin, répondit Derek. Une chance de prouver ce que Holloway Construction peut vraiment accomplir. Au cours des 2 jours suivants, Derek fit mine de préparer le voyage à Portland. Il réserva des vols, une chambre d'hôtel et informa ses employés de la prolongation de son absence. Tout était prévu pour donner confiance à Lydia et Trevor dans leur plan tout en documentant leurs activités. La surveillance de Rita Kowalski confirma immédiatement les soupçons de Derek. En quelques heures, après l'annonce de Derek, Lydia appela Trevor pour discuter de l'avancement de leur rendez-vous. Ils se retrouvèrent l'après-midi même à l'hôtel Grandview, non pas pour leur rendez-vous romantique habituel, mais pour ce qui semblait être une séance de planification détaillée. Le traceur GPS de la voiture de Lydia révéla des rendez-vous supplémentaires avec un agent immobilier, un conseiller financier et quelqu'un que Rita identifia comme un faussaire de documents travaillant dans un magasin de photocopie du comté voisin. Trevor s'occupa notamment d'acheter des bagages supplémentaires, de se rendre dans une bijouterie pour liquider plusieurs pièces coûteuses et d'effectuer un dépôt important en espèces dans une banque que Derek ne connaissait pas. Mais le coup de maître de Derek était encore à venir. Le 30 décembre, il appela Lydia depuis son bureau pour lui annoncer une nouvelle qui allait les forcer à agir. L'affaire de Portland est tombée à l'eau, dit Derek, la voix légèrement déçue. Les investisseurs hésitèrent à la dernière minute. Je vais rester en ville, finalement. Le silence de Lydia dura 3 secondes de trop. Oh, c'est vraiment dommage, Derek. Je sais que tu étais enthousiaste à l'idée de cette opportunité. En fait, je pense à une approche différente, continua Derek. Il est peut-être temps de vendre l'entreprise. Prendre l'argent et investir dans quelque chose de plus stable. J'ai réfléchi à la suggestion de ton père d'envisager un partenariat avec la galerie Ashford. L'art semble être un marché porteur. Derek pouvait presque entendre le cœur de Lydia s'emballer au téléphone. Si Derek vendait Holloway Construction et investissait le produit de la vente avec Trevor, cela leur rapporterait des millions de plus que ce qu'il prévoit de voler. Mais cela les obligerait aussi à rester à Millbrook pour maintenir leur mascarade indéfiniment. « En as-tu parlé à Trevor » demanda Lydia d'une voix soigneusement neutre. « Pas encore. Je pensais en discuter avec toi d'abord. Qu'en penses-tu ? Je pense que tu devrais suivre ton instinct, Derek. Tu as toujours su ce qui est bon pour notre famille. » L'ironie de sa réponse était si parfaite que Derek faillit rire. Au lieu de cela, il insista. J'appelle Trevor demain pour organiser une réunion. On pourrait peut-être dîner tous ensemble. Ce week-end, discutons des possibilités. Lydia acquiesça avec un enthousiasme qui semblait sincère, mais Derek savait que c'était du désespoir. Trevor et Lydia étaient coincés entre une opportunité trop importante pour être ignorée et un calendrier qui ne jouait plus en leur faveur. Ils devaient agir immédiatement avant que Derek ne les entraîne dans des partenariats commerciaux qui compliqueraient leur fuite. Derek raccrocha et appela Rita Kowalski. Ils vont fuir, dit-il, probablement dans les prochaines 48 heures. J'ai besoin que tu sois prêt. Prêt pour quoi ? Derek sourit pour la première fois depuis la fête de Noël. Prêt à voir tout ce qu'ils avaient prévu s'effondrer de la manière la plus spectaculaire possible. Chapitre 6, le filet se resserre. Le réveillon du Nouvel An arriva avec un froid mordant qui fit remettre en question même les plus endurcis des Midwest. Derek passa la matinée à son bureau, préparant ostensiblement la rencontre avec Trevor qui n'aurait jamais lieu. En réalité, il coordonnait avec Rita Kowalski les détails d'un plan qui avait pris son envol. La beauté du piège de Derek résidait dans sa simplicité. Trevor et Lydia croyaient maîtriser le temps, pouvoir dicter quand et comment leur trahison serait révélée. Derek leur avait permis de préserver cette illusion tout en supprimant systématiquement toutes les échappatoires qu'ils pensaient posséder. Le rapport de surveillance matinale de Rita confirma les prédictions de Derek. Lydia avait retiré le montant quotidien maximum de 3 distributeurs automatiques différents, utilisant des comptes dont Derek ignorait l'existence. Trevor avait été vu en train de charger des valises dans une camionnette de location, la même camionnette censée transporter ses dernières œuvres d'art à Chicago, mais qui contenait en réalité tout le nécessaire pour une disparition définitive. Plus révélateur encore, Trevor et Lydia avaient tous deux consulté le docteur Patricia Wells, une spécialiste en médecine des voyages qui délivrait vaccins et certificats de santé pour les voyages internationaux.
Les vaccins spécifiques qu'ils avaient demandés indiquaient des destinations en Amérique du Sud, et non en Europe, comme le suggérait le billet d'avion de Trevor. Le téléphone de Doric vibra, accompagné d'un SMS de Lydia. Travaille tard au centre communautaire ce soir. Ne tardez pas. Bonne année. La communauté le centre était fermé pour rénovation depuis octobre. C'était un mensonge maladroit de la part de quelqu'un qui s'était laissé prendre par l'ignorance supposée de Doric. Le suivi de Rita a permis de localiser la voiture de Lydia à l'hôtel Grandview, où elle et Trevor célébraient vraisemblablement leurs adieux avant de mettre en œuvre leur plan d'évasion. Derek rentra chez lui et trouva Emma en train de préparer une fête du Nouvel An chez son ami Madison, et Lucas campait devant la télévision avec suffisamment de provisions pour survivre à un siège. Les deux enfants semblaient inconscients de la tension qui régnait dans la maison depuis des semaines. Ou peut-être s'étaient-ils tellement habitués à la distance de leurs parents qu'ils ne la remettaient plus en question. « Papa, tu peux me conduire chez Madison ?» demanda Emma, luttant avec le fermoir d'un collier que Doric reconnut comme l'un des bijoux les plus chers de Lydia. « Maman dit, je pourrais emprunter ça, mais je n'arrive pas à le faire fermer. » Doric aida Emma à trouver un collier, remarquant qu'elle avait aussi emprunté les boucles d'oreilles préférées de Lydia et un bracelet qui lui avait été offert pour ses 10 ans de mariage. Soit Lydia était exceptionnellement généreuse, soit elle distribuait des bijoux qu'elle ne pourrait pas emporter après sa disparition. « Bien sûr, je te raccompagne, dit Doric. À quelle heure dois-je venir te chercher ? La mère de Madison a dit qu'elle me ramènerait demain après-midi. On fait une soirée pyjama après la fête. Parfait. Doric s'inquiétait de la sécurité des enfants pendant ce qu'il prévoyait être une nuit chaotique. La soirée pyjama d'Emma a résolu la moitié du problème. Lucas, tu veux passer la nuit chez grand-père ? Il n'arrête pas de demander quand tu reverras. Lucas leva les yeux de son jeu vidéo avec intérêt. Le père de Doric habitait à 40 minutes de là, dans une petite ferme où Lucas pouvait tirer au pistolet à air comprimé et conduire le vieux tracteur sans surveillance. Puis-je prendre ma PlayStation ? Bien sûr. En 2 heures, Doric avait mis les deux enfants à l'abri de ce qui allait se passer. Il conduisit Emma chez Madison, aida Lucas à faire ses valises pour la ferme de son grand-père et revint dans une maison vide qui ressemblait à une scène attendant le dernier acte d'une pièce de théâtre. Derek se servit un scotch et s'assit dans son bureau, entouré des preuves de 20 ans de construction d'un projet significatif. Les photos de famille montraient des moments plus heureux, lorsque les sourires de Lydia étaient sincères et que leurs enfants étaient assez jeunes pour croire que leurs parents étaient des héros. Des récompenses et des certificats d'entreprise documentaient l'ascension de Derek, de journalier à entrepreneur prospère. Le contraste entre ce qu'il avait construit et ce qu'il était sur le point de perdre semblait surréaliste. Son téléphone sonna à 22h47. La voix de Rita Kowalski était tendue par l'urgence. Derek, il déménage. Lydia avait quitté l'hôtel il y a 1 heure et était rentrée chez elle. Elle fait ses valises. Trevor est à l'aéroport en train de remplir un plan de vol pour un avion privé. Pas le vol commercial pour la Suisse. Un jet privé pour le Mexique. Derek sentit l'adrénaline lui envahir l'esprit. Le Mexique s'améliore. L'avion appartient à une société écran que Trevor cache. Il a ce plan depuis des mois, peut-être plus longtemps. Les billets pour la Suisse étaient une diversion au cas où quelqu'un l'observerait. Où est Lydia maintenant ? Toujours chez toi. Mais Derek, il y a autre chose. Elle n'est pas seule. Doric serra plus fort le téléphone. Que veux-tu dire ? Trevor est là avec elle. Il charge des cartons dans sa camionnette. Je pense qu'ils prennent plus que ses affaires personnelles. Doric se dirigeait déjà vers son coffre-fort. Il avait appris à tirer adolescent en chassant avec son grand-père pendant les années qui ont suivi le départ de son père. Le pistolet de calibre 45 était confortable dans sa main, familier et rassurant. Il avait espéré que les choses n'en arriveraient pas là, mais Trevor et Lydia lui avaient forcé la main en allant au-delà de l'infidélité et du vol lors d'une invasion de domicile. « Appelle la police », dit Derek à Rita. « Dites-leur qu'un cambriolage est en cours à mon adresse. Dites-leur que le propriétaire est en route et qu'il est peut-être armé. Derek, sois prudent. Ne fais rien d'irréversible. » Doric raccrocha et se dirigea vers la confrontation à laquelle il se préparait depuis la fête de Noël. Le temps de la patience et de la planification était révolu. Trevor et Lydia avaient fait leur choix. Maintenant, Derek allait faire le sien. Chapitre 7. La confrontation. Doric gara son camion à 2 pâtés de maison de chez lui et s'approcha à pied,
profitant de l'obscurité hivernale et des envahissantes qui bordaient la propriété. La maison qu'il avait construite de ses propres mains avait changé, éclairée de l'intérieur par les mêmes lumières chaudes qui avaient autrefois symbolisé le sanctuaire et la famille. Maintenant, elles éclairaient quelque chose de bien plus sombre. Par la fenêtre du salon, Doric pouvait voir Lydia diriger Trevor tandis qu'il remplissait des cartons d'objets qu'il reconnaissait. Le service en argent de sa grand-mère, des photos de famille, des cadres coûteux, des appareils électroniques et des documents provenant du bureau de Doric. Ce n'était pas une échappatoire amoureuse. C'était un vol calculé visant à dépouiller Derek de tout ce qui avait une valeur personnelle ou financière. Trevor agissait avec l'arrogance désinvolte de quelqu'un qui croyait avoir déjà gagné. Il manipula les affaires de Doric sans ménagement, laissant tomber une photo encadrée de sa mère décédée sur le parquet et l'Y abandonnant lorsque le verre se brisa. Lydia ne réagit pas aux dégâts, entièrement concentrée sur le remplissage d'une boîte à bijoux avec des objets de sa collection. Des objets que Doric avait achetés à une époque plus prospère, lorsqu'il croyait encore en leur mariage. Doric fit demi-tour vers l'arrière de la maison, utilisant sa clé pour entrer par la porte de la cuisine qu'il avait lui-même installée 8 ans plus tôt. Les bruits familiers de sa maison, le ronronnement du réfrigérateur, le vacillement des poutres dans le froid hivernal lui semblaient étrangers maintenant que des inconnus saccageaient tout ce qu'il avait construit. Il entendait leur voix depuis le salon, basse mais pressante. « Laissez les meubles, disait Trevor. On pourra acheter de nouvelles choses quand on sera installé. L'important, ce sont les liquidités et tout ce qui est facilement transportable. Je veux le tableau de la chambre, répondit Lydia. Il vaut plus que tout le reste réuni. Doric savait de quel tableau elle parlait. Un petit paysage d'un artiste régional qu'il avait acheté pour leur 5e anniversaire. Lydia avait prétendu l'adorer, mais Doric réalisait maintenant qu'elle avait probablement calculé sa valeur de revente, même à l'époque. Derek évoluait dans sa propre maison comme un étranger, notant ce qu'ils avaient déjà pris et ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Ces prix de construction ne signifiaient rien pour eux. Les photos de classe des enfants avaient été ignorées. Même leur album de mariage gisait, abandonné, sur le sol, sa reliure en cuir déchirée là où quelqu'un avait retiré des photos qui auraient pu avoir de la valeur. La vue de son album de mariage abandonné fut ce qui rompit finalement le contrôle minutieux de Doric. Non pas le vol, ni même la trahison, mais la destruction désinvolte de souvenirs qui avaient autrefois tout compté pour lui. Ces gens avaient envahi son sanctuaire et l'avaient souillé, traitant sa vie comme un vide-grenier à dépouiller et à jeter. Doric franchit le seuil du salon, sa présence passant inaperçue pendant quelques secondes, tandis que Trevor peinait à soulever une boîte contenant ses outils, et que Lydia triait les documents qu'elle avait pris dans le coffre-fort de son bureau. Lorsque Lydia leva enfin les yeux et vit Derek debout, son visage passa par une série d'expressions. Surprise, culpabilité, et enfin un calcul froid qui révéla précisément qui elle était devenue. « Derek », dit-elle d'une voix ferme malgré le fait d'avoir été surprise en flagrant délit de vol. « Tu rentres tôt. » Trevor pivota sur lui-même, laissant tomber la boîte à outils avec un fracas qui projeta les clés et les tournevis que Derek avait installés de ses propres mains sur le sol. Le visage de Trevor exprimait une panique absolue. L'expression d'un homme qui préparait ce moment depuis des mois, mais n'avait jamais vraiment cru devoir affronter Derek en personne. « J'aurais dû envoyer un SMS avant, » répondit Doric d'un ton conversationnel malgré la rage qui le rongeait. « Même si on dirait que vous êtes tous les deux un peu occupés à consulter vos messages. » Ils se tenaient tous les trois dans le salon de Doric, tels des acteurs ayant oublié leur texte. Dehors, Doric entendait le son lointain des sirènes. Encore plusieurs minutes plus loin, mais se rapprochant. Rita avait appelé comme prévu, donnant à Derek un délai pour cette confrontation. « Derek, ce n'est pas ce que tu en as l'air », commença Lydia, s'en remettant à un mensonge si manifestement faux qu'il en était presque insultant. « Vraiment ?» Derek désigna les cartons, les affaires éparpillées, les traces évidentes de vol. « Parce qu'on dirait que ma femme et son amant me volent à tout va alors que je suis censé être absent. » Trevor retrouva sa voix, même si elle était plus aiguë que sa voix habituelle. « Écoute, Derek, on peut tout expliquer. Ce n'est qu'un malentendu. » Doric sourit, et Lydia et Trevor reculèrent involontairement d'un pas. Ils n'avaient jamais vu Derek vraiment en colère. Ils n'avaient jamais compris que son calme masquait quelque chose de bien plus dangereux lorsqu'il était provoqué à juste titre. « Oh, je comprends parfaitement, » dit Doric. « Je comprends que vous planifiez cela depuis des mois. Je comprends que vous avez falsifié ma signature pour voler $800 000 sur notre ligne de crédit immobilier.
Je comprends que vous avez liquidé des biens et que vous vous préparez à disparaître dans un pays sans traité d'extradition. Lydia pâlit. Comment saviez-vous tout cela? Derek compléta sa question. Parce que je ne suis pas le mari stupide et ennuyeux que vous me décrivez à ma propre fête de Noël. Parce que je vous observe tous les deux depuis des semaines, documentant chacun de vos faits et gestes, chacun de vos mensonges, chaque dollar volé. Les sirènes se rapprochaient, et Trevor se dirigeait vers la porte d'entrée avec l'air désespéré de quelqu'un calculant s'il pourrait courir assez vite pour éviter ce qui allait arriver. Je ne le ferai pas, conseilla Doric, remarquant la position de Trevor. La police est déjà en route, et ils seront très intéressés par ces cartons que vous avez remplis d'objets volés. Doric fouilla dans sa veste et en sortit son téléphone, parcourant les preuves photographiques de Rita. Fraude bancaire, vol, complot, cambriolage. C'est une sacrée liste que tu as réussi à accumuler. Et Trevor, ce ne sont même pas les accusations les plus graves auxquelles tu seras confronté. Chapitre 8, le jugement se dévoile. La police arrive dans une cascade de lumière rouge et bleue qui ont peint la maison de Derek aux couleurs alternées de l'autorité et de la justice. L'inspectrice Sharon Morrison, une femme que Derek connaissait depuis plusieurs réunions du conseil municipal, a dirigé l'équipe d'intervention avec une efficacité professionnelle qui suggérait qu'elle avait déjà géré des situations familiales. Monsieur Holloway, a dit l'inspectrice Morrison, remarquant le calme de Derek et les signes évidents de vol dans le salon. Rita Kowalski a signalé un cambriolage en cours. Pouvez-vous me dire ce qui se passe ici? Derek a fait un geste en direction des cartons, des effets personnels éparpillés et des deux personnes qui essayaient de passer pour autre chose que des voleurs pris en flagrant délit. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé ma femme et son petit ami en train de voler mes biens. Ils avaient prévu de disparaître avec des biens volés sur nos comptes communs. L'inspecteur Morrison est formé. J'ai rapidement observé la scène. Les cartons emballés, les effets personnels éparpillés, les expressions coupables sur les visages de Lydia et Trevor. Madame, monsieur, j'ai besoin de pièces d'identité. Lydia sortit son permis de conduire d'une main tremblante. Trevor chercha son portefeuille, sa confiance d'antan complètement évaporée. L'inspecteur Morrison examina leurs pièces d'identité tandis que deux agents en uniforme commençaient à documenter la scène et à inventorier les cartons emballés. Madame Holloway. L'inspecteur Morrison demanda, c'est votre domicile? Oui, mais monsieur Ashford, quel est votre lien avec ce foyer? La bouche de Trevor s'ouvrit et se referma sans un bruit pendant plusieurs secondes. Finalement, il parvint à dire. Je suis un ami de la famille. Un ami qui aide à emballer les cartons à 23 heures le soir du Nouvel An. Le scepticisme de l'inspecteur Morrison était évident. Monsieur Holloway, voulez-vous porter plainte pour cambriolage? Absolument, répondit Doric. Mais ce n'est pas le seul crime commis ici. Derek remit à l'inspecteur Morrison le dossier de preuves rassemblé par Rita, des photos de la liaison de Trevor et Lydia, des documents sur les faux documents de prêt, des relevés bancaires attestant du vol systématique des biens matrimoniaux et une chronologie révélant des mois de préméditation. L'inspecteur Morrison examina les documents avec un intérêt croissant. Monsieur Ashford, Madame Holloway, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant un tribunal. Tandis que les écrits de Miranda se poursuivaient, Doric observa sa femme et son amant réaliser que leur plan soigneusement élaboré s'était effondré. Le sang-froid parfait de Lydia finit par craquer, des larmes coulant sur son visage lorsque les menottes s'enclenchèrent. Trevor garda le silence, mais son visage était blême tandis qu'il calculait les conséquences juridiques de ses choix. Derek, s'il vous plaît, dit Lydia tandis que l'agent Martinez la guidait vers la voiture de patrouille. Pensez aux enfants. Pense à notre famille. La réponse de Doric provenait d'une fureur froide qui montait depuis la fête de Noël. J'ai pensé à notre famille, Lydia. J'y ai pensé tous les jours pendant 8 ans, pendant que tu préparais ta destruction. La maison était incroyablement silencieuse après le départ des voitures de police avec leurs prisonniers. Doric se tenait dans son salon, entouré des ruines de son mariage et des preuves d'une trahison si flagrante qu'elles avaient transformé son sanctuaire en scène de crime. Mais le plan de Doric était loin d'être achevé. Les arrestations n'étaient que le début d'un jugement qui allait bien au-delà des accusations criminelles. Au cours des jours suivants, Derek commença à mettre en œuvre les conséquences plus larges qu'il avait prévues pour tous ceux qui avaient participé à sa trahison. Les faux documents de prêt ont permis à la banque de geler tous les comptes liés au vol de Lydia, piégeant l'argent auquel elle avait prévu d'accéder lors de son évasion. La galerie d'art de Trevor,
déjà compromise par la liquidation de ses biens, a fait l'objet d'une surveillance accrue lorsque Derek a fourni des preuves d'évasion fiscale et de fraude à l'assurance à les autorités compétentes. Derek appela Emma et Lucas pour leur expliquer ce qui s'était passé, leur annonçant la nouvelle avec une précision clinique qui correspondait à la façon dont Lydia avait prévu de les abandonner. Les deux enfants étaient dévastés, mais Derek remarqua qu'aucun des deux ne semblait surpris par la capacité de leur mère à tromper. « Papa » dit Emma lors de leur conversation téléphonique, « je savais que quelque chose n'allait pas, maman n'arrêtait pas de poser des questions étranges sur ses emplois du temps et si nous aurions envie de voyager un jour. » Elle essayait probablement de trouver un moyen de t'emmener avec elle, expliqua Derek. Mais son plan ne prévoyait pas de rester au même endroit assez longtemps pour que vous ayez une vie stable. La révélation que leur mère avait été prête à les déraciner pour une liaison avec un homme qu'ils connaissaient à peine acheva de faire comprendre aux enfants l'égoïsme de Lydia. Aucun des deux enfants ne demanda quand elle rentrerait à la maison. Chapitre 9. La résolution finale. 3 mois après le réveillon du Nouvel An, Derek était assis dans le bureau de son avocat, examinant les derniers documents qui allaient clore le chapitre le plus douloureux de sa vie. Lydia avait été condamnée à 3 ans de prison fédérale pour fraude bancaire, avec des accusations supplémentaires en instance devant l'État. Trevor était confronté à des accusations fédérales similaires, ainsi que des accusations de fraude fiscale et de complot, ont alourdi considérablement sa peine de prison. La procédure de divorce a été simple compte tenu des circonstances. La condamnation pénale de Lydia a annulé toute réclamation sur l'entreprise ou les biens de Derek, tandis que son abandon d'Emma et Lucas a supprimé ses droits parentaux. Derek avait obtenu la garde exclusive et un jugement lui permettant de récupérer les revenus futurs que Lydia pourrait percevoir après sa libération. Emma et Lucas s'étaient adaptés à leur nouvelle réalité avec la résilience d'adolescents ayant déjà appris à se méfier des promesses de leur mère. Emma s'est investie dans la préparation de ses études supérieures. Déterminé à se construire un avenir indépendant de la fiabilité de quiconque, Lucas s'est découvert un talent pour le bâtiment. Passant des après-midi sur les chantiers de Derek, il a acquis des compétences qui l'ont lié à l'héritage de son père. La vente de la maison a été conclue hier, a informé Derek, l'avocat de Derek. Les acheteurs sont une jeune famille de Chicago qui apprécie le savoir-faire artisanal. Il prévoit de conserver la plupart de vos créations sur mesure. Derek hocha la tête, sans surprise que des inconnus accordent plus d'importance à sa maison qu'à sa femme. La vente a eu lieu. Les bénéfices, combinés aux indemnités d'assurance et aux biens volés récupérés, avaient rétabli la situation financière de Derek tout en lui fournissant un fonds substantiel pour les études supérieures de ses deux enfants. Derek avait acheté une maison plus petite, plus proche de la ville, une maison à rénover qui lui permettrait, à lui et à ses enfants, de réaliser un projet commun. Le symbolisme n'échappa à aucun d'eux. Il construisait quelque chose de neuf, de toutes pièces, avec des compétences et des matériaux durables. Le téléphone sur le bureau de l'avocat vibra, signalant un appel entrant. L'avocat de Derek jeta un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant et fronça les sourcils. C'est le bureau du procureur. Voulez-vous répondre? Derek hocha la tête, curieux de savoir quel nouveau développement pourrait affecter son dossier. La conversation fut brève mais révélatrice. C'était intéressant, dit l'avocat après avoir raccroché. Lydia a essayé de vous contacter depuis la prison. Elle prétend avoir des informations sur les finances de Trevor qui pourraient aider à récupérer ses biens. Derek réfléchit pendant exactement 3 secondes. Dis-leur que je ne suis pas intéressé. Derek, il pourrait y avoir de l'argent en jeu. Beaucoup d'argent. Si Trevor cachait des biens. On n'a rien découvert. Peu importe. La voix de Derek exprimait la certitude de quelqu'un qui avait déjà tout gagné. Lydia avait fait ses choix. Elle peut en assumer les conséquences. Derek rassembla ses papiers et se prépara à partir, mais son avocat avait une autre surprise. Il y a autre chose. Les parents de Trevor souhaitent vous rencontrer. Ils proposent de payer des dommages et intérêts au-delà de ce que le tribunal avait ordonné, essayant apparemment de minimiser leur scandale familial. Derek sourit, se souvenant de l'arrogance et du sentiment d'avoir tout droit de Trevor. Combien offre-t-il? 2 millions de dollars plus des excuses publiques. C'était plus d'argent que ce que Derek avait perdu. De quoi assurer l'avenir de ses enfants et développer son entreprise au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Cette offre représentait tout ce que la famille de Trevor appréciait. La possibilité d'acheter une échappatoire aux conséquences, de traiter un comportement criminel comme une onde sociale plutôt que comme un échec moral. Dis-leur non, dit Derek.
Dis-leur que leur fils a fait ses choix et qu'il va maintenant vivre ce que signifie perdre tout ce sur quoi on pensait pouvoir compter. Derek rentra chez lui. De trouver Emma et Lucas en train de faire leurs devoirs à la table de la cuisine de leur appartement temporaire. Ils s'étaient rapprochés depuis l'arrestation de Lydia, se soutenant mutuellement dans la gêne sociale d'avoir une mère criminelle. Tout en maintenant leurs notes et leurs activités. « Papa » a demandé la mère de Madison si nous voulions dîner ce week-end. Emma a répondu sans lever les yeux de son devoir de mathématiques. Elle a ajouté « Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu de vrai repas en famille. » Derrick a souri devant l'ironie. Sa famille brisée avait trouvé plus de soutien sincère auprès de ses voisins et amis qu'elle n'en avait jamais reçu du cercle social sophistiqué de Lydia. Ça a l'air sympa. Tu voulais y aller? Seulement si tu acceptes que Madame Patterson te pose 1 million de questions pour savoir si tu fréquentes quelqu'un. Lucas l'a averti derrière son manuel d'histoire. Derek a ri, réalisant que c'était la première fois depuis des mois qu'un humour sincère remplissait leur maison. Je pense que je peux supporter la curiosité de Madame Patterson. Tout en aidant ses enfants à faire leurs devoirs, Derrick a réfléchi au choix qui les avait menés là. Lydia et Trevor ils le considéraient comme ennuyeux, médiocre, quelqu'un dont la stabilité pouvait être tenue pour acquise tandis qu'ils recherchaient des aventures ailleurs. Ils avaient pris sa patience pour de la faiblesse, sa loyauté pour de la stupidité. Derek leur avait prouvé le contraire de la manière la plus complète possible. Il avait protégé ses enfants, préservé son entreprise et veillé à ce que tous ceux qui l'avaient trahi subissent des conséquences à la hauteur de leurs crimes. Plus important encore, il avait démontré à Emma et Lucas que les actes ont des conséquences, que l'intégrité compte et que construire quelque chose de significatif exige plus que du charme et de bonnes intentions. Le téléphone de Derrick vibra, un SMS de Rita Kowalski lui parvint. Il apprit la condamnation de Trevor. 8 ans de prison fédérale et des poursuites au niveau de l'État étaient en cours. Vous vouliez savoir? Derek supprima le message sans répondre. Le sort de Trevor ne l'intéressait plus, tout comme les tentatives de réconciliation de Lydia depuis la prison étaient restées lettre morte. Derrick avait dépassé la vengeance et était devenu quelque chose de plus puissant. Indifférence envers ceux qui ont tenté de le détruire. 3 mois plus tard, Derek lançait la première pierre du plus grand projet de l'histoire de Holloway Construction, un projet à usage mixte qui allait revitaliser le centre-ville de Millbrook. Emma et Lucas ont participé à une cérémonie d'inauguration, manœuvrant les machines sous la supervision de Derek, tandis que les médias locaux documentaient l'expansion de l'entreprise familiale vers la génération suivante. Debout dans la terre qui allait devenir les fondations de quelque chose de permanent et de précieux, Derrick réalisa qu'il avait accompli quelque chose que Lydia et Trevor ne comprendraient jamais. Il avait construit quelque chose qui survivrait à la trahison, quelque chose qui subviendrait aux besoins de ses enfants et de leurs enfants. Quelque chose qui ne pouvait être ni volé, ni falsifié, ni abandonné. Derrick Holloway avait appris que la meilleure vengeance n'était pas la destruction. Il s'agissait de construire quelque chose de si important que ceux qui l'avaient trahi passeraient le reste de leur vie à se demander ce qu'ils auraient pu obtenir s'ils avaient fait d'autres choix. En regardant ses enfants planifier l'avenir qu'ils construiraient ensemble, Derrick savait que sa stratégie de sortie avait été bien plus réussie que tout ce que Lydia avait pu imaginer. Et voilà. Une autre histoire se termine.